À la fin du XVIIIe siècle, le minéralogiste allemand Moritz Rudolf Faber s'intéresse à une pierre verte qui ressemble étrangement à une pierre très prisée et surtout très belle, toi-même tu connais, l'émeraude. Alors à cette époque, l'émeraude faisait encore partie de l'appellation pierre précieuse. D'ailleurs, c'est que très récemment que cette appellation n'est plus correcte. Bref, après quelques tests sur cette pierre, Faber est sûr de lui et affirme avoir trouvé une nouvelle espèce d'émeraude. Cependant, pas tout le monde va être en accord avec le minéralogiste allemand, mais bon, il est catégorique, c'est bien une nouvelle espèce d'émeraude qu'il a découvert. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'instruments et d'échelles de mesure qu'aujourd'hui, même si à cette période, ça commence petit à petit à changer. Quelques années plus tard, les travaux de Moritz Faber ont intrigué la curiosité d'un minéralogiste français. Alors, ce minéralogiste est nul autre que René Just Houy, qui lui a une vision très rationnelle des choses et qui est troublé par quelques petits problèmes. Déjà, je pense que les plus rapides d'entre vous ont vu un problème évident. En fait, l'émeraude appartient à une famille de minéraux qui s'appelle les béryls. Donc c'est un peu bizarre de parler d'une nouvelle espèce d'émeraude, ce serait mieux de parler de nouvelle espèce de béryl. Je vais faire une comparaison un peu étrange pour que vous compreniez mieux. C'est comme si vous parliez que votre petite sœur ou votre petit frère est une nouvelle sorte de vous. Ce n'est pas logique. Et c'est en partie pour ça que le minéralogiste français est intéressé par cette fameuse espèce d'émeraude. Après quelques recherches, René Just Houy se rend compte que les pierres n'ont strictement rien à voir. Les formules chimiques n'ont pas de grandes similitudes. Comme vous pouvez le voir, dans les deux cas, il y a 6 atomes de silice et 18 atomes d'oxygène. Pas de quoi s'affoler, mais bon, vous allez me dire que ça peut potentiellement passer. Attendez la suite. Le système cristallin. Dans le cas de l'émeraude, il est hexagonal. Et dans le cas de cette fameuse pierre, il est trigonal. On se dit, là encore, il y a une douille quelque part. Pour la densité, donc la masse au centimètre carré, celle de l'émeraude est de 2,7 et celle de sa soi-disant cousine est de 3,3. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous m'auriez dit on n'avait qu'à faire le test de l'échelle de Mohs et puis on était fixé. Sauf que vous oubliez un détail, c'est que cette échelle n'existe pas, ou du moins pas encore. C'est seulement 15 ans après que cette échelle apparaît, et puis cela n'aura pas été concluant, vu que les béryls ont une dureté comprise entre 7,5 et 8, et celle de cette fameuse pierre est de seulement 5. Ok, donc on est sûr que cette pierre n'est pas une émeraude, ni même un béryl quelconque. Mais du coup, c'est quoi cette pierre que tout le monde prend pour une émeraude? Selon les légendes, on pense que certaines civilisations ont associé cette pierre à la richesse et à l'abondance. Certaines tribus lui auraient même attribué la planète Vénus, peut-être parce que c'est la planète la plus visible depuis la Terre. Pour info, en général, les minéraux sont découverts par les tribus et autochtones qui vivaient sur les sols depuis des milliers d'années, mais c'est surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on commence vraiment à s'intéresser à cette science et qu'on commence à donner des noms à ces pierres. Le mouvement des Lumières a beaucoup participé à ce phénomène et à l'essor des sciences à cette époque. Alors, il y en a qui vont se dire, Léo, t'es bien gentil avec tes tribus et tes lumières, mais c'est quoi ce minéral? Un peu de patience, j'y viens. Pour reprendre notre minéralogiste français, quand il a vu que ces deux pierres n'avaient aucun point en commun à part la couleur, il a donc décidé de lui donner un nom. Là encore, c'était compliqué, car on l'appelait jusqu'à présent émeraude de cuivre, émeraudienne ou encore émeraude du Kazakhstan, en référence à l'endroit où on a trouvé les premiers échantillons en bon état. René Just opte lui pour un tout autre nom avec une étymologie grecque. Dia pour à travers et optazo pour la vision, car on arrivait à voir certaines des anciennes formations dans les cristaux. Et ça a donné le nom dioptase, qui je rappelle de base féminin. Oui, car aujourd'hui, le féminin et le masculin sont acceptés. Oui, cette pierre n'est pas une émeraude, mais ça ne fait pas d'elle d'une pierre moins belle, voire bas de gamme. Bien au contraire. Le nom de l'émeraude a bien aidé à créer autour de cette pierre un vrai mythe. Personne réellement ne savait ce que c'était cette pierre avant René Just Houy. La loi du marché a parlé, beaucoup de demandes pour peu d'offres, les prix ont donc explosé. Et encore explosé, je suis vraiment gentil. Pour info, il y avait le directeur Taylor's Museum à Haarlem aux Pays-Bas qui s'appelait Martin van Marum. Lui pouvait même pas se procurer un petit échantillon de dioptase alors qu'il a pu acquérir 25 dessins de Michel-Ange. Ah oui, c'est vraiment parti loin l'histoire. Tellement loin que pendant un temps, c'était le minéral le plus cher du monde.
Rien que ça. Vous vous rendez compte qu'en quelques années, voire en quelques mois, tout le monde voulait cette nouvelle émeraude. Alors c'est évident que si la dioptase n'aurait pas été associée à l'émeraude, elle aurait eu un peu moins de succès. C'est logique. Mais on pourrait se demander, est-ce que c'est uniquement pour ça que la dioptase était populaire? Eh bah, pas tout à fait. Parce que même si ce n'était pas une émeraude, la couleur de la dioptase est magnifique. Et il n'y avait pas beaucoup d'échantillons sur le marché à cette époque. Donc dans tous les cas, elle aurait été très chère. La dioptase est aussi le tout premier minéral à être décrit comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cristallographiquement, donc ça va être la forme des cristaux, donc hexagonale, trigonale, etc. Et chimiquement, donc là ça va être les atomes, s'il y a du cuivre dedans, de l'or, etc. Et c'est toujours cette double définition qui détermine ce que c'est aujourd'hui une espèce minérale. Alors en fait, il y a plusieurs endroits où on peut trouver de la dioptase. Le premier est le Kazakhstan, endroit d'où venaient les premiers échantillons lorsqu'elle est introduite en Europe. Cela provenait d'un négociant nommé Achir Malmed. Elle va être principalement extraite des mines d'Afrique, donc ça va être RDC, Namibie principalement. Ensuite, il y a aussi la Russie et les USA. Les cristaux de dioptase sont souvent trouvés associés à d'autres minéraux comme la malachite. Nous pouvons également trouver des dioptases dans le Gard. Alors c'est évident que les gisements du Gard seront moins importants que les gisements d'Afrique par exemple, mais ça fait toujours plaisir de savoir que nous aussi, en France, on a ce genre de pierre dans nos terres. Cette pierre a une couleur tellement extraordinaire qu'on a pensé à l'introduire dans le marché de la bijouterie et de la joaillerie. Ce qui est en soi une très bonne idée car la dioptase est tout de même très populaire. Sauf qu'ils ont oublié un petit détail. Parce qu'il y a un petit problème. Un gros problème. Parce qu'en fait, la dioptase est trop fragile pour être taillée. Les bijoutiers devaient vraiment être dégoûtés quand ils ont appris cela. Et quand on regarde la pierre, on comprend pourquoi. Personnellement, je n'ai qu'une dioptase. Et c'est déjà pas mal vu les prix. Je l'ai acheté à la bourse minéraux de Bourg-en-Bresse. C'était en février dernier. Je l'ai eu à 45 €. C'est plutôt honnête vu la taille et la cristallisation. Et si vous voulez une dioptase avec un minimum de qualité, ce sera dans ces eaux-là, à minimum 50 €. Et dire qu'avec cette pierre, j'aurais pu m'acheter des dessins de Michel-Ange. Pour conclure, comme vous l'avez compris, cette pierre n'est malheureusement pas une émeraude, vu qu'elle n'a que pour similitude sa couleur. Mais un véritable effet de mode s'est produit autour de ce minéral, ce qui l'a fait prendre en valeur. Même si cette pierre est beaucoup moins populaire aujourd'hui, elle fait partie quand même des histoires importantes de la minéralogie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Minéraléo. Ciao!